Rebonjour, nous voici de nouveau en live dans le cadre de notre temps fort à agir face aux défis sociaux et environnementaux de cette troisième édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Je suis ravie de vous retrouver pour une keynote consacrée au bois dans la construction, un matériau durable, économique et facile à mettre en œuvre pour bâtir la ville de demain. Monsieur Frédéric Carteret, président de l'Union des industriels et constructeurs de bois, a eu un empêchement de dernière minute, mais il s'en excuse bien sûr, mais je suis ravie d'accueillir pour le remplacer avec brio, je n'en doute pas, Monsieur Dominique Cotineau. Vous êtes délégué général de l'ICB. Merci de votre présence et c'est à vous. Merci à vous, Pauline. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le rappeliez, on excuse vraiment Frédéric Carteret qui a eu un impondérable de toute dernière minute et je le remplace au pied levé pour vous parler du bois dans la construction, ce matériau durable, économique, facile à mettre en œuvre pour bâtir effectivement la ville de demain. Donc, on peut avancer sur les quelques slides et voici ce que je vous propose. Donc, c'est de vous présenter, mais bien entendu, effectivement, très très rapidement, l'Union des industriels et constructeurs bois et la filière bois construction, parce que c'est souvent, on nous dit souvent, la filière bois est atomisée. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu. On va essayer de vous donner quelques clés de lecture. Et puis, effectivement, cette réponse aux défis environnementaux, c'est les atouts que l'on peut avoir sur différentes typologies de bâtiments pour, mettre en œuvre et bâtir la ville de demain. Donc, si on passe sur la slide suivante. L'Union des industriels et constructeurs bois, en fait, rassemble 12 métiers, 12 anciennes organisations professionnelles qui ont fusionné au sein de l'Union. Donc, on retrouve les acteurs de la construction bois, de la fabrication de l'ossature, les industriels du bois lamellé, du CLT, de la poutre en I, de la charpente industrielle, des escaliers, également les bâtiments agricoles en bois, tout récemment les terrasses bois. Donc, tout cet ensemble est fusionné pour véritablement être aujourd'hui la seule organisation professionnelle qui rassemble le monde de l'industrie de la construction bois et du bois construction, avec trois autres syndicats adhérents que sont le syndicat des isolants biosourcés, les blocs portes techniques et puis les produits de préservation du bois, avec qui on collabore mais qui n'ont pas fusionné au sein de l'Union. Alors, sur la slide suivante, ce que je vous évoquais tout à l'heure, pour essayer de vous donner une vision de la filière bois, sur la gauche, vous avez tout ce qui est constitué de la forêt, de l'amont forestier, et puis des premières et deuxièmes transformations du bois avec ces différentes organisations professionnelles. Et puis sur la partie droite de l'écran, eh bien, vous voyez les acteurs de la deuxième transformation, d'industrialisation et puis de la construction, avec, je dirais, au milieu, cette organisation professionnelle que nous constituons, qui rassemble donc véritablement l'industrie de la construction bois et du bois construction, sachant que nous intervenons également au sein de deux comités stratégiques de filière qui sont rattachés au Conseil national de l'industrie, le comité stratégique de filière bois et puis le comité stratégique de filière industrie pour la construction. Et puis nous avons également à nos côtés notre institut technologique FCBA et le pôle de compétitivité Xilo Futur. Donc on est véritablement au cœur de ces acteurs de la construction bois et du bois construction. Alors on va entrer, je dirais, dans le sujet qui nous anime aujourd'hui. On le sait et c'est d'actualité. La France se donne ou tente de se donner les moyens d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On y est obligé. Je pense que tout au long de la journée, pour les personnes qui assistent à cet événement, vous avez pu avoir des rappels sur l'impact du secteur du bâtiment dans les émissions de gaz à effet de serre. Et la réglementation environnementale 2020 va constituer un outil et on espère que les derniers ajustements ne marqueront pas un recul. On va analyser ce qui a été annoncé ce midi dans les heures qui viennent, en espérant que les interrogations que l'on peut avoir ne puissent trouver que des réponses positives. Mais bien entendu, le matériau bois et biosourcé, eh bien, est en mesure de répondre à ces enjeux de la stratégie nationale bas carbone autour de la construction des bâtiments d'une manière générale. Alors, si on passe sur la slide suivante, vous avez pu trouver par voie de presse, et Bâti Actu l'a bien entendu relayé en temps et en heure, le plan Ambition Bois Construction que la filière s'est imposée de constituer. Donc on l'a présenté il y a quelques semaines, avec 10 engagements de la filière pour répondre aux attentes et aux interrogations des maîtres d'ouvrage sur la volonté et la capacité de la filière à répondre justement
aux enjeux qui avaient été définis sur la première parution des textes de la réglementation environnementale. S'il y a allègement des exigences telles qu'on pourrait le craindre, eh bien entendu qu'on sera encore plus que jamais en mesure de répondre à cela, parce que la filière, elle est à la fois mature et bien entendu, elle est résiliente. Et on considère que enfin, grâce aux objectifs qui peuvent être tracés, eh bien, le marché de la construction bois et du bois dans la construction, pour favoriser la mixité des matériaux et employer le bon matériau au bon endroit, eh bien, enfin, le marché français va devenir lisible et va pouvoir se structurer sur les 10 ans à venir, tel que prévu au travers de la RE. Alors, sur le slide suivant, si on parle de bâtir la ville de demain, eh bien, la filière bois construction, elle a un certain nombre d'avantages, dont celui de la préfabrication ou de la fabrication hors site. Et là, bien entendu, on va travailler en filière sèche, et l'intérêt, c'est que l'on peut, au niveau de la réalisation du chantier, être assez rapide, parce qu'il y a eu toute l'anticipation et la conception qui s'est faite en amont. Ce qu'il faut savoir, c'est que la préfabrication, en fait, embarque des temps de conception qui vont être plus longs, mais des temps de réalisation sur le chantier qui vont pouvoir être beaucoup plus rapides. Donc là, on a l'exemple de cette résidence d'une centaine d'appartements sur 8 étages, qui a été réalisée entièrement de façon modulaire avec 310 modules, et ça n'a nécessité qu'1 an de travaux. Donc on a à la fois moins de déchets de chantier, moins d'impact chantier, et au regard du moment où ça s'est entré en finalité, on était sur le premier confinement, et bien entendu les délais ont pu être tenus malgré la crise sanitaire, parce que là aussi le délai de réalisation sur site est beaucoup plus rapide. Un autre exemple, c'est sur la slide suivante, c'est quelque chose qui est plus petit, qui est plus urbain. Ce sont 8 studios indépendants avec des espaces partagés, et on voit que grâce à cela, le clos couvert a été réalisé en un temps très rapide, un peu plus de 2 mois, 4 camions, une grue pendant 3 jours. On n'utilise pas d'eau, pas de circulation de toupie béton, et donc en fait là aussi, lorsque l'on bâtit la ville de demain, eh bien on mesure sur ces critères aujourd'hui qui sont demandés de densification ou de redensification des zones urbaines, et bien entendu l'impact notamment pour les riverains, pour les citoyens dans la ville, lorsqu'il y a un chantier qui est impactant, ça peut toujours être gênant. Et là aussi, on amène des réponses à ce renouvellement urbain en prenant en compte justement l'urbain. Alors, autre élément sur la slide suivante, inhérent à la densification ou la redensification, eh bien c'est tout le volet des extensions, des surélévations et également des rénovations. Et sur cet aspect-là, eh bien l'observatoire qui est de l'enquête nationale de la construction bois, que l'on peut retrouver sur le site du Codifab, montre que ces solutions bois pour l'extension surélévation, eh bien ont des parts de marché grandissantes, et on a la faiblesse de penser que ça va continuer. Et on va vous montrer sur les slides suivantes quelques illustrations à la fois d'une extension d'une maison de retraite avec le choix d'un environnement qui est chaleureux, également qui s'insère lorsque l'on quitte un tout petit peu la ville, qui s'insère bien aussi dans le paysage et qui assure une certaine osmose. Et là, sur cette extension telle qu'on la voit là, ici, eh bien, on a une salle d'accueil de jour, des locaux pour les soignants, et on a également 6 chambres d'hébergement permanent. Donc là, on voit qu'on a été en mesure de réaliser quelque chose qui n'est pas aseptisé, et on amène des matériaux nobles au travers du bois de structure. Sur la slide suivante, eh bien, on a aussi le volet de non seulement de l'extension, de la surélévation, mais aussi celui de la rénovation, et de pouvoir travailler à la fois l'extension surélévation, mais l'isolation de la partie existante. On a là l'exemple d'un hôtel avec un confort thermique global qui a été amélioré
notamment sur la partie existante, et puis réduire aussi des nuisances parce que c'est tout le volet, que ce soit dans un hôtel ou aujourd'hui dans du résidentiel. Bien souvent, ces phases de rénovation, elles doivent se faire en site occupé ou ne pas perturber l'activité d'un établissement tel qu'un hôtel ou une maison de retraite telle qu'on la voyait précédemment. Et là aussi, ces volets inhérents à la préfabrication, la rapidité d'exécution, les nuisances sonores qui peuvent être induites, eh bien, on a une véritable réponse pour amener vers ces transitions qui sont nécessaires. On a sur la slide suivante de nouveau un exemple de construire la ville sur la ville. Hein. Ce sont des maisons sur le toit d'une résidence existante. Eh bien, on a su amener 33 maisons qui sont venues se greffer sur le toit. Là aussi, avec les atouts structurels de la construction bois et du bois construction, c'est la légèreté de la structure qui vient se poser sur une structure existante sans en impacter les résistances mécaniques, avec toujours l'atout de la rapidité de mise en œuvre. Sur une autre slide, ce sont aussi des espaces urbains qui peuvent être anciens, qui peuvent être marqués d'une certaine empreinte. On a là l'exemple de la réhabilitation des bains-douches à Paris, dans le 15e arrondissement, où il a été créé 17 appartements et plusieurs chambres en colocation. Donc là, on est sur des structures poteau-poutre pour vraiment être très ouvert sur la ville. Et puis, là aussi, en termes de performance énergétique et environnementale, c'est respecter les collectivités locales et leurs engagements. Et là, ça s'inscrivait pleinement dans les critères de performance qui avaient été dictés par le plan climat de la ville de Paris. Alors, si on réinvente les espaces urbains sur le volet des bâtiments traditionnels, la construction bois, de par son aspect modulaire et de par son aspect mise en œuvre au travers de fabrication, de préfabrication hors site d'un certain nombre d'éléments, eh bien, permet aussi de travailler sur quelque chose qui est nouveau, que sont les ouvrages éphémères. On a sur la slide suivante un bâtiment qui commence à être connu des Parisiens ou de ceux qui ont la chance de pouvoir passer à Paris de temps à autre en venant de leur province. C'est le Grand Palais éphémère qui est en construction. Le Grand Palais est en travaux de rénovation, et donc pour pouvoir maintenir des événements et notamment au moment des JO en 2024, eh bien le Grand Palais éphémère est en fin de construction. Donc c'est une structure qui est totalement modulaire et qui sera également totalement réutilisable. C'est-à-dire que la notion de bâtiment éphémère, c'est aussi de penser au côté éphémère de leur utilisation première, mais de ce qui pourrait être la seconde utilisation ou des utilisations ultérieures. Donc le Grand Palais éphémère fait partie de ceci. C'est véritablement un ouvrage magnifique qui a été réalisé par l'entreprise Matisse, adhérente de l'UICB, et qui s'inscrit dans un projet architectural de Jean-Michel Villemotte, avec d'ores et déjà, pour un certain nombre des ailes ou des modules de ce Grand Palais éphémère, des deuxièmes vies qui sont occupées, notamment qui sont prévues, qui sont tracées, avec notamment des salles de sport qui seront la deuxième vie de certaines parties de ce bâtiment. Autre exemple qui est sur le slide suivante, c'est une réalisation qui s'appelle le proto-habitat. Le but là est de pouvoir démontrer la rapidité d'installation et la réutilisation d'un bâtiment qui pourrait être une forme d'habitat. Ce proto-habitat, il a été d'abord installé une première fois à la Villa Médicis à Rome, avec notamment des contraintes qui étaient de ne pas impacter le sol au travers de fouilles. Et donc le premier challenge a été réalisé, et il a été transporté depuis Rome au jardin public à Bordeaux, et là aussi avec des contraintes de ne pas impacter le sol et de ne pas dénaturer
cet habitat donc, qui fonctionne de la même façon, qui est visible actuellement à Bordeaux, avec une prochaine étape, je crois, qui sera prévue à Saint-Étienne. Et donc là, c'est de pouvoir aussi industrialiser ce type d'habitat et d'imaginer, pourquoi pas, des usages bien spécifiques. On peut penser à des résidences pour des personnes qui sont en perte d'autonomie et pour qui le logement ne serait plus adapté. Eh bien, on pourrait avoir ces habitats qui pourraient être là le temps où les personnes en ont besoin. Enfin, un certain nombre d'applications qui s'ouvrent à cela. Autre exemple d'ouvrage qui peut être considéré comme un ouvrage éphémère, c'est quelque chose qui a été réalisé dans les jardins du Palais du Luxembourg à Paris, destiné à des enfants. Ce sont donc c'est un projet de crèche itinérante. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi réagir vite par rapport aux besoins d'une collectivité dans sa mise en œuvre, un côté modulaire, et puis eh bien on sait qu'il peut y avoir des fluctuations dans les besoins par rapport à ces besoins d'établissement pour la petite enfance, au regard d'une densité ou d'une évolution de la densité de la population jeune. Eh bien on est en mesure, avec les solutions bois, d'inventer la ville au travers de ça, de la réinventer, de la bâtir la ville de demain, pour pouvoir répondre aux exigences et puis déplacer ces bâtiments pour répondre aux attentes à un autre endroit, à un autre moment. Monsieur Cottineau, je Alors, suis désolée. Oui, je à vous, suis Pauline. désolée. On termine bientôt ce live. Il y a une petite question dans le chat et je pense que c'est important. Peut-être si vous voulez bien y répondre parce qu'on nous parle beaucoup de la filière bois, forcément que vous portez aussi. Et une personne demande comment rester assuré sur un circuit court. C'est toujours le même problème. Est-ce que le marché en France est suffisamment stable pour que les gens n'aient pas à commander? Je cite la personne. Il faudrait que nos entreprises puissent ne pas avoir à commander du bois en Europe de l'Est. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, alors ça fait partie des questions que l'on nous pose régulièrement. Aujourd'hui, ce qui est clair, et j'invite le participant à se procurer le plan Ambition Bois Construction 2030, c'est que la ressource en France, elle est contrôlée, elle est gérée, et elle est en mesure de répondre à cela. Les acteurs de pays, notamment l'Autriche ou l'Allemagne ou la Finlande ou la Suède, eh bien, sont des pays où la construction bois est déjà beaucoup plus antérieure et un recours à la construction bois beaucoup plus massif qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a eu une industrialisation des produits de seconde transformation qui a été beaucoup plus efficient que ce que l'on avait en France. Et comme je le disais, si les objectifs de la RE 2020 sont bien maintenus et que l'on a une visibilité sur la part que prendra alors je dirais pas tant la construction bois, mais le bois construction, ce qui pourra nous amener sur la slide suivante tout à l'heure, sur la notion de, effectivement, la mixité des matériaux. Eh bien, cette visibilité-là va permettre à l'industrie de la seconde transformation du bois, qui amène le bois à mettre en œuvre dans la construction, de se muscler, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut être amené à avoir en France des délais qui sont plus longs que ce que l'on peut avoir sur des pays limitrophes étrangers. Donc, la réponse, elle existe, elle est présente en France. Il y a à gagner en efficacité. Et là aussi, la progressivité dans les exigences liées à la construction fait que tout cela va se structurer très progressivement et très rapidement avec des fléchages sur le plan de relance. Alors, ce que je montrais jusqu'alors, c'était bien de dire que le bois construction est en mesure de contribuer, de constituer un élément de la ville de demain, mais que tout cela, de toute façon, s'inscrira dans une nécessaire et légitime mixité de matériaux. C'est le bon matériau au bon endroit, c'est la notion de la frugalité, de ne plus dépenser ce que l'on n'a plus le droit de dépenser sur un plan environnemental, et que des éléments structurels aussi de bois construction sont en mesure de venir non pas remplacer, mais être utilisés à un moment ou un endroit où on ne les utilisait pas, en remplacement d'autres matériaux qui pourraient être fléchés là aussi, eux, au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, on voit que on a des poutres qui peuvent avoir de la bonne résistance sur des portées assez longues et qui elles-mêmes embarquent un poids différent. Donc là où on peut se passer de choses lourdes et qui peuvent être impactantes sur un plan environnemental,
on peut le substituer par du bois pour avoir ce qui resterait impactant sur un plan environnemental, être utilisé à un endroit où on ne sait pas faire autrement. Merci beaucoup, Monsieur Cottineau. Je suis désolée, je vous ai un petit peu pressé sur la fin, mais en tout cas, je pense que c'était important. La personne dans le chat, Monsieur Anison, est content qu'on ait pu y Bien répondre. sûr. Écoutez, merci pour cette keynote. Bien sûr, toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'UICB, pardon. Je n'en doute pas. Merci à vous tous de l'avoir suivi et je vous dis à tout de suite parce que nous rentrons donc dans la dernière phase de notre journée pour le dernier live avec la conférence finale. Donc, je vous dis à tout de suite. Merci à tous.